Bienvenue dans l'émission À demain, l'Europe à J-19 avant les élections européennes. On se penche un petit peu sur la situation économique de l'Europe. Commençons par Robert Schuman. Le 9 mai 1950, le ministre français des Affaires étrangères révélait le projet français d'une communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Une idée dont le commissaire général au plan, Jean Monnet, était à l'origine, considéré comme le fondement de la construction européenne. Robert Schuman, ce n'est pas mon invité. Mon invité, c'est Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Jean-Dominique Giuliani, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, c'est vrai que on revient tout de suite à l'actualité. L'Europe a construit son modèle de développement sur l'intérêt du consommateur, donc les prix bas offerts par la concurrence mondiale. Et on a le sentiment que c'est l'une des raisons pourquoi on parle aujourd'hui de décrochage européen par rapport aux États-Unis. Alors, l'Europe a-t-elle fait fausse route, d'après vous ? Non, je crois qu'elle a plusieurs vies, l'Europe, n'est-ce pas ? D'abord, il fallait ramener la paix sur le continent et la stabilité. Ça a été fait par le traité de la CECA en 1951, le traité de Rome, etc. Ensuite, l'autosuffisance alimentaire, la politique agricole. Ensuite, il fallait abolir les frontières. Sur ce petit espace continental, un des plus petits du monde, 4 millions de kilomètres carrés, hérissé de frontières de toute nature. Et donc, le grand marché unique, le marché intérieur, l'euro, c'était une deuxième phase très importante, mais une phase, vous avez raison, interne. Aujourd'hui, la troisième vie de l'Union européenne, ce sont des défis géopolitiques qui viennent de l'extérieur, la compétition globale avec les grands continents, États-Unis, Chine, d'autres, et puis la question de la sécurité aussi. Mais c'est incroyable, c'est que longtemps, l'Europe a ambitionné de rivaliser avec les États-Unis sur le plan économique, mais elle y est parvenue, on l'a oublié, en 2008, à prix courant, la zone euro, 14,2 milliards de dollars, les États-Unis 14,7 milliards, ils affichaient un PIB assez proche. Puis qu'est-ce qui s'est passé ? Une bonne quinzaine d'années plus tard, la situation a quand même fondamentalement changé en défaveur de l'Europe. Oui, je crois que c'est une question qui est la question prioritaire pour les nouveaux députés européens, les nouveaux responsables européens dans les mois qui viennent. Quelle politique économique est la plus adaptée à cette période de transition ? Généralement, en Europe, on était, comme c'est un contrat à 27, très respectueux de la rigueur, des règles budgétaires, de la dette, etc. Là, en période de transition, on a d'énormes besoins de financement. On voit bien comment les Américains ou les Chinois l'ont résolu. L'IRA, n'est-ce pas, américain, c'est 1000 milliards de dollars déversés sur le marché et des acteurs qui réussissent la transition parce qu'ils y ont intérêt. Nous, on procède différemment, parce que c'est une tradition européenne, pas seulement en France, on fait des règles avant de produire. Donc je crois que pour l'IA, comme pour l'énergie, il faut produire avant de réguler. Alors l'Europe a également proposé un plan, une riposte, pour notamment financer la transformation énergétique, écologique. Enfin, si on regarde, dans une publication de l'Institut Robert Schuman, de votre fondation, vous mettez en exergue une politique de l'offre qui serait une préférence un peu trop systématique. On peut y revenir. Ce serait pour vous l'une des erreurs qu'a faite l'Europe ces dernières années ? Oui, je pense que depuis la crise de 2008, la réaction à la crise de 2008, vraisemblablement sous pression allemande d'ailleurs, parce que c'est l'ordolibéralisme à l'allemande, voilà, avec lequel il faut aussi compter, mais je crois qu'on a asséché en quelque sorte à la fois et les revenus et les investissements en Europe au moment où on en a le plus besoin. On n'a pas anticipé. On voit bien ce que ça crée aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire la montée de populisme et de réactions très vives contre l'Europe, que ce soit pour la réglementation, pour le blocage des salaires, pour la rigueur. Et l'Allemagne n'est pas épargnée par ces difficultés. On le voit avec une extrême droite très forte aujourd'hui. On va y revenir à la situation de l'Allemagne et de la France, mais quand même, si on regarde en perspective, il y a 20 ans, l'Europe ne proposait plus grand-chose. Il y avait une certaine lassitude. L'esprit européen était vraiment livré à ceux qui l'attaquaient. Et puis quand même, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. On a senti ce ciment européen se reconstruire, des initiatives, avec quand même le plan d'Ursula von Leyen pour riposter face à l'IRA. Et
à tel point qu'on ne parle plus tellement de pays qui iraient imiter le Brexit, de sortie de l'Europe, de sortie de l'euro. Donc on se flagelle, mais il y a quand même un progrès. Oui, c'est tout le pari de Robert Schuman, c'est de dire il faut croiser les intérêts de telle manière qu'on ait plus intérêt à travailler ensemble que travailler seul. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce sont les États qui vont à Bruxelles et à Strasbourg. Vous dites le plan de von der Leyen, c'est plutôt le plan de Macron et des Allemands et d'Angela Merkel pour sauver l'Europe. Ce sont les gouvernements qui ont besoin de la dimension européenne. C'est pour ça que les vieux débats, souveraineté, tout ça sont un peu dépassés par la nécessité en réalité. Et donc si on a besoin aujourd'hui d'un vrai débat de politique économique, c'est aussi parce qu'il faut que les États discutent entre eux pour savoir quelle est la politique la plus adaptée pour répondre à ce décrochage relatif. Et deuxièmement aussi parce qu'on a sur le continent maintenant des ennemis, à commencer par la Russie, qui a déclaré la guerre à l'Occident et bien sûr à l'Union européenne. Donc on doit réagir à cela. C'est un problème des États, et les États ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas réagir tout seuls. Et bien sûr, la présidente de la Commission européenne représente et leader des États membres. Parlons de la situation de l'Allemagne et de la France. Après que le PIB a reculé du côté de l'Allemagne de 0,2% l'année passée, le Conseil des experts d'Allemagne s'attend à une faible croissance, 0,2% cette année. En France, bon, on dit que ça va mieux, mais enfin, le gouvernement tape sur une croissance de 1%. On n'est pas non plus sur une croissance à 2 chiffres. Donc, cette faiblesse des pays leaders de l'Europe, c'est peut-être ça qui pose problème. Quid du couple franco-allemand? Oui, là, on a une Allemagne extrêmement perturbée par une coalition hétéroclite qui n'est d'accord sur rien, en réalité. On voit bien les débats entre le ministre des Finances qui veut absolument ne plus dépenser d'argent et les autres qui souhaitent au contraire un plan de relance d'investissement, en matière d'infrastructure, capable aussi de redonner un peu d'espoir aux salariés dont les salaires ont été extrêmement brimés au nom de la priorité à l'exportation. On voit bien que ce modèle-là est mis en cause. Côté français, on voit que la réflexion a été faite, mais on n'a pas été très raisonnable non plus en termes de dépenses publiques. Oui, qui peut donner des leçons en matière d'orthodoxie budgétaire en ce moment. Voilà, et donc, si vous voulez, on a un vrai débat de politique économique à mener, sous pression géopolitique, parce qu'on est aussi désormais menacé sur le plan sécuritaire. Donc, tout ceci porte à penser que des mesures communes, pourquoi pas un grand emprunt commun, comme la première ministre estonienne Kaja Kallas l'a proposé. C'est pas la France qui l'a proposé. Il a proposé un nouveau plan de relance pour s'armer, qui aurait bien sûr des conséquences économiques et technologiques importantes pour l'Europe, qui était, comme vous le disiez, en 2008, le premier PIB de la planète et qui est aujourd'hui le 3e. En même temps, on ne peut pas reprocher à l'Allemagne d'essayer de respecter les conditions qui ont été demandées par la Cour de Karlsruhe, un plan financier du gouvernement allemand qui tape sur 25 milliards de dépenses en moins sur l'année 2025 par rapport à 2024, pour effectivement tenir compte de la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Donc, on ne peut pas leur reprocher de respecter les règles. Non, mais ils sont en train de discuter justement de faire sauter ce frein à la dette qu'ils ont eux-mêmes instauré dans un réflexe finalement très protestant du Nord, si je puis dire, c'est on ne dépense pas, etc. Mais parce qu'on privilégiait l'exportation. Ça a très bien réussi à l'Allemagne, puisqu'elle est devenue même le premier fournisseur en Europe de ses propres partenaires. Ouais. Mais on voit aujourd'hui que la population ne se satisfait pas de cette situation, qu'il y a un problème de la course à la compétitivité conduit à freiner l'augmentation des salaires et surtout des investissements. Les infrastructures publiques en Allemagne sont en très mauvais état. Vous savez que par exemple en numérique, ils sont extrêmement en retard, y compris par rapport à la France et des tout petits pays comme les pays baltes ou d'autres. Donc là, il y a un problème. Les Allemands sont en train d'avoir ce débat. Ils ont ouvert ce débat. Dans la coalition actuelle,
peut-être les plus modernes sont les Verts allemands, comme d'habitude, qui sont un peu exemplaires en Europe et qui posent la question à la fois de la défense et à la fois de la relance par l'investissement, quitte à s'endetter pour l'investissement, pour réussir les transitions. Alors ça, il y a quelques lignes de fracture interne à cette coalition. En même temps, un gouvernement allemand qui passe sous les fourches codines de sa cour constitutionnelle, bien obligé. Et on l'a vu, le gouvernement allemand a supprimé, arrêté le bonus écologique. Donc les ventes de voitures électriques vont chuter de 14% cette année, selon les prévisions. Donc des efforts considérable qui coupe un petit peu la branche qui est un pilier de l'économie allemande, représente 10% du PIB de l'Allemagne, l'industrie automobile. Alors, est-ce que la France peut suppléer? On a deux États leaders qui sont aux prises avec leur équation financière. Est-ce que ça veut dire que ce décrochage européen va continuer? Donc, je pense que, franchement, il faut... c'est très important de voir ce qui est en train de se passer. Les esprits évoluent extrêmement rapidement. C'est-à-dire que l'Europe, qui est une Europe très ouverte, c'est comme ça a toujours été sa richesse, de s'ouvrir, elle est en train de réapprendre à penser ses dépendances et à donc relocaliser, c'est particulièrement vrai pour la France, une partie de son industrie qu'elle avait délocalisée, notamment en Asie et donc ou aux États-Unis. Et donc là, il y a des signaux très forts qui viennent des décisions européennes à la demande des États, y compris pour revenir sur des régulations du Green Deal, du pacte vert. On a vu la dernière session du Parlement européen revenir sur des mesures symboliques de limitation de l'utilisation des engrais ou de l'obligation de mettre des terres en jachère. Le Parlement est revenu sur ces décisions au profit des producteurs. Donc il se passe quelque chose en Europe. Je pense que avec des nouvelles institutions après ces élections-là, on aura de nouveaux débats avec peut-être des formations politiques un peu plus vigoureuses des deux côtés un peu extrêmes de l'hémicycle européen, qui obligeront les gouvernements et les décideurs européens à changer d'orientation. C'est déjà le cas. Le président français a récemment fait une déclaration à la Sorbonne soulignant encore une fois son attachement, disant que l'avenir européen est indissociable de l'avenir de la France. Vous retrouvez quelle idée? On sait que Emmanuel Macron a des ambitions côté européen, mais voilà, l'engagement d'une Europe plus démocratique, plus souveraine, elle va dans le sens de l'histoire. Est-ce qu'il y a une troisième voie, une autre voie possible? Qu'en pensez-vous? Non, je pense que son discours, qui est plus qu'une déclaration, c'est un vrai discours de fond, c'est une vraie conviction, elle répond à une constante depuis la création de l'Union européenne que vous rappeliez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la France qui apporte des idées. Et donc elle apporte des idées, elle n'est pas suivie sur tout, mais il avait énormément d'idées, notamment par la relance de l'investissement dans le numérique, dans les nouvelles technologies, dans les start-up, autant de choses qui sont difficiles à 27, où il faut se mettre d'accord autour de la table, et où les États membres fondateurs ne sont pas les plus mobiles. Voilà. Alors on est justement dans cette semaine où le président a également rassemblé tout l'écosystème de l'IA, annoncé de nouveaux investissements. Bon, le problème, le bas blesse parce qu'on reste loin des montants qu'affiche la Chine quand ils investissent dans l'IA, c'est 500 milliards d'un coup. Et puis on ne peut pas reprocher à l'Allemagne de se réinventer. La Gigafactory à Berlin, Tesla qui s'implante en Allemagne. Donc cette production automobile allemande, elle est loin d'être morte. Elle est morte, elle a encore des cartes à jouer, n'est-ce pas? Absolument, oui. Et d'ailleurs, la française aussi, n'est-ce pas? Nous avons quand même quelques champions mondiaux. On en a au moins deux. Voilà. Ouais. Et donc, non, mais regardez ce qui se passe autour de la Gigafactory dans le Brandebourg. C'est que les Verts s'opposent à l'extension de l'usine. Et Elon Musk est tout surpris de voir que finalement, c'est très difficile d'investir en Europe. Donc là aussi, nous avons peut-être à réapprendre. Bien sûr, nous devons réussir la transition écologique, mais peut-être devons-nous y mettre davantage de moyens et embarquer davantage d'acteurs plutôt que réagir uniquement par la contrainte et la norme. Vous le disiez vous-même il n'y a pas longtemps ici, je l'ai écrit moi-même, avant de fixer des normes, il faut d'abord produire. C'est valable pour l'IA, c'est valable pour l'industrie, c'est valable pour le numérique en général et pour
d'autres choses. Je reviens sur la notion d'orthodoxie budgétaire. On nous a raconté l'histoire de ces critères de Maastricht écrits sur un post-it et qui finalement donnent un carcan à l'Europe pendant des années. Est-ce que ça, on ne pourrait pas le faire bouger? Qu'en pensez-vous? La zone euro, elle est quand même... c'est pas une union budgétaire, donc elle est exposée aux réactions des marchés financiers et elle ne peut pas recourir finalement à l'endettement avec la même liberté que les États-Unis. Donc est-ce que cette enclume qu'on s'est mise tout seul, on va continuer de la porter longtemps? C'est une question de mentalité et de tradition. Nous sommes aussi riches que les États-Unis, n'est-ce pas? Riches en quoi? En actifs, n'est-ce pas? Les actifs européens. Si je prends les actifs de la France, c'est combien le bilan de la France? C'est 12 000 milliards d'euros. Donc on parle d'un endettement de 3 000 milliards d'euros. Il faut le rapporter aux actifs, n'est-ce pas? Donc les Américains savent faire ça beaucoup mieux que nous. On a besoin d'un peu de pragmatisme. On n'a pas besoin de tout modifier, les traités, les décisions, etc. On a besoin d'être plus efficace. Et l'efficacité aujourd'hui, c'est l'investissement, c'est libérer les énergies. Regardez ce qui se passe en France. On a le salon Vivatech, on a des start-up, on a des licornes, etc. Il faut libérer tout cela. Et c'est pareil pour nos agriculteurs, c'est pareil pour nos industriels. Il faut aussi que nous jouions davantage l'innovation et aider et soutenir l'innovation. Et je crois que l'Europe est en train de prendre ce virage. Alors, elle le prend lentement, mais elle le prend résolument. Et quand l'Europe change, ça se sent. Et je pense que je reste optimiste pour les années qui viennent. Très bien. On est à quelques jours des élections européennes. Toutes ces questions, il faut y réfléchir, les poser sur la table. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Europe a pris conscience des raisons de son retard. On voit des initiatives, vous le disiez, Choose France, lancé par le président Macron, Vivatech, le rassemblement le plus grand au monde des startups, plus grand que le CES Las Vegas désormais. Et ce qui semble important à vous écouter, c'est que l'Allemagne, la France, ce tandem, ce couple, reste quand même la clé de cette intégration européenne et de son avenir. Merci Jean-Dominique Giuliani d'avoir été notre invité. On était avec le président de la Fondation Robert Schuman pour parler de ces enjeux si importants européens pour l'Europe et pour la France. Merci de votre attention. Merci à vous.